L'apprentissage du parapente passe bien évidemment par la connaissance pratique et théorique de l'aéronef. Vous êtes censé savoir pourquoi ce bout de tissu vole, mais aussi comment décoller et voler avec. Vous devez tenir compte d'un autre aspect tout aussi important dans votre progression. Le ciel est un terrain de jeu idéal, mais il peut vite devenir inconfortable. C'est justement dans cette optique que l'apprentissage du vol libre passe obligatoirement par une bonne compréhension des phénomènes météorologiques et aérologiques. Avant d'aborder ces thèmes vastes que sont la météorologie et l'aérologie, il est indispensable que vous ayez en tête un principe fondamental que l'on va se contenter de citer sans en expliquer les fondements. L'air chaud et humide est plus léger que l'air froid et sec. Gardant cette loi physique en tête, nous pouvons maintenant aborder les fondements de certains phénomènes météorologiques qui vous permettront de mieux appréhender votre future aire de jeu. Il faut savoir que notre atmosphère se compose de masses d'air en perpétuel mouvement. Pour comprendre les raisons de ces déplacements incessants, plaçons-nous sur une échelle planétaire pour visualiser le profil général de l'atmosphère qui englobe notre planète. Notre planète comporte deux zones de masse d'air. Les zones d'air polaires qui se situent sur chaque pôle de la Terre et qui s'étendent sur une partie des régions tempérées du globe. Et la zone d'air tropicale qui ceinture le globe au niveau de l'équateur et qui s'étend aussi jusqu'aux zones tempérées. Comment explique-t-on cette différence de température entre les pôles et l'équateur ? Les rayons solaires sont parallèles, mais la Terre étant sphérique, les régions polaires se trouvent défavorisées. En effet, aux latitudes élevées comme aux pôles, une même quantité de rayons solaires se répartit sur une plus grande surface qu'à l'équateur. En ramenant cette surface à l'échelle d'un segment, on voit clairement cette différence. Le segment A est plus grand que le segment B. Le réchauffement du sol reste par conséquent relativement faible dans les zones polaires. La masse d'air environnante conserve du coup, elle aussi, une température relativement basse. Et comme en milieu froid, la saturation d'une masse d'air en vapeur d'eau est rapidement atteinte, la masse d'air polaire est plutôt sèche. A l'inverse, dans la zone d'air tropicale, le sol est chauffé plus efficacement. Par transfert d'énergie, il va chauffer la masse d'air à son contact et cette masse d'air chaude ayant un seuil de saturation en vapeur d'eau plus élevé sera plus humide. Ces transferts d'énergie qui permettent le réchauffement du sol par le soleil ou le réchauffement de l'air par le sol méritent quelques explications. Tout d'abord, le rayonnement. Dans notre cas, il consiste en un transfert d'énergie par exposition directe d'un solide, ici le sol, aux rayons du soleil, plus précisément le rayonnement infrarouge. Ce type de transfert d'énergie fonctionne avant tout avec les solides. Il est beaucoup moins efficace sur les liquides et les gaz. Deuxième type de transfert d'énergie, la conduction. C'est le mode de propagation de chaleur privilégié des solides. Si l'on chauffe à une extrémité une barre de fer, la chaleur se propagera rapidement jusqu'à l'autre extrémité. Dans notre exemple, ce transfert d'énergie s'opère entre deux milieux différents, comme le sol, un solide, et l'air, un milieu gazeux. Le sol ayant emmagasiné la chaleur du soleil va en restituer une partie, réchauffant ainsi la couche d'air à son contact. Et enfin la convection. C'est le mode de transfert d'énergie au sein des milieux gazeux et liquides, qui se fait par transport de molécules. C'est par convection que les masses d'air se réchauffent entre elles. La couche d'air réchauffée va se dilater et s'élever. Nous reviendrons plus en détail sur ce mécanisme lors de la formation des thermiques. Maintenant que vous en savez un peu plus sur les différents modes de transfert de chaleur d'un corps à un autre, revenons à nos deux masses d'air au niveau de nos latitudes. D'un côté, une masse d'air froide et sèche, la masse d'air polaire, de l'autre, la masse d'air tropicale, composée d'un air plus chaud, humide et donc plus léger que le premier. Ces volumes d'air de nature radicalement différente, par leur différence de température et d'humidité, sont en contact mais ne peuvent pourtant pas se mélanger. Cette zone de contact entre ces deux masses d'air est appelée front polaire. Tant que les déplacements de ces masses d'air restent parallèles, le front polaire est dit stationnaire. Mais dans bien des cas, les masses d'air froid et chaud vont véritablement s'affronter. La zone devient totalement instable et se matérialise par des séries de vagues que l'on appelle ondulations du front polaire. Il arrive qu'un rapport de force entre masses d'air chaude et froide s'amplifie. On assiste alors à la naissance d'une dépression.
Lors des bulletins météo télévisés, les images satellites nous permettent de voir la forme significative de ces dépressions. Ces tourbillons blancs, vus du ciel, appelés aussi perturbations, sont les nuages créés par la rencontre des fronts chauds et froids. Les dépressions vont se déplacer et évoluer. Ce sont elles qui vont déterminer les conditions météorologiques de nos régions tempérées. Pour nous, observateurs depuis le sol, il est possible, en regardant l'évolution du ciel, de dire où nous nous situons par rapport à ces dépressions en mouvement, et donc de faire des prévisions. Que pouvons-nous observer depuis le sol? L'arrivée d'un front chaud. Une masse d'air chaud, plus léger, va devoir s'élever au-dessus d'une masse d'air froid. Le front chaud est très incliné et se déplace lentement. Au sol, la température augmente légèrement. Les premiers nuages annonciateurs du front chaud sont les nuages de haute altitude, comme les cirrus et les cirrostratus. Puis, au fur et à mesure de l'avancée du front, vont apparaître les nuages de plus basse altitude, produisant des averses. Puis arrive le front froid. Il va suivre le front chaud et le rattraper, sa vitesse étant plus importante. La masse d'air froid, plus lourde et plus dense, va pousser la masse d'air chaud en la forçant à s'élever. L'air chaud va se condenser rapidement et brutalement, donnant naissance à des nuages d'orage, les cumulonimbus. La masse d'air est très instable. La température au niveau du sol baisse. On appelle front occlus ou occlusion le cas où le front froid rattrape le front chaud. Après le passage du front froid, c'est le ciel de traîne. On observe alors une zone de surpression, également appelée anticyclone. Le ciel dégagé après le passage du front permet aux rayons solaires de chauffer le sol et de donner naissance aux ascendances thermiques. La visibilité est très bonne, les cumulus sont présents dans le ciel. C'est le moment tant attendu pour aller voler.